Juge de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, oi, oi, oh, ouais. Toutes les personnes ayant affaire devant cette session de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, approchez-vous, prêtez attention et vous serez entendus. Sean Diddy Combs, magnat de la musique déchue, qui régnait autrefois sur les ondes et la vie nocturne d'Hollywood, s'apprête une nouvelle fois à livrer bataille devant les tribunaux. L'ancien rappeur et entrepreneur est incarcéré dans une prison fédérale depuis des mois. Il a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, mais a été acquitté des accusations plus graves de criminalité organisée et de trafic sexuel. Mais en ce moment, sa puissante équipe d'avocats porte son affaire devant la cour d'appel, critiquant sévèrement le juge fédéral qui a condamné Combs à 50 mois de prison. Et je vais vous dire, parfois les choses deviennent tendues. C'est une caractérisation plutôt désobligeante, et je veux comprendre ce que vous entendez par là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, nous avons l'audio du tribunal avec les arguments de la défense et du gouvernement. Quelle sera la décision? Est-ce que Diddy va bientôt être libéré de prison? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Au fait, vous savez que nous suivons des centaines d'affaires chaque année, et chaque affaire comporte tellement de preuves que nous nous sommes dit, vous savez quoi, faisons quelque chose ici. Nous voulions vous donner l'opportunité d'examiner les preuves et d'enquêter sur l'affaire par vous-même. Alors nous avons créé les dossiers de Law and Crime Plus. Ce n'est pas simplement un résumé du procès, d'accord? Il s'agit d'un dossier complet qui contient tout, des images de caméras piétons aux appels au 911, en passant par des documents et des preuves qui n'ont jamais été présentés au tribunal. Alors écoutez, si vous avez un dossier que vous souhaitez examiner, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous essaierons de le faire. Nous ajoutons de nouveaux dossiers pour vous en permanence. Pour accéder au dossier, cliquez sur le lien en description ou le commentaire épinglé pour vous inscrire à Law and Crime Plus et débuter votre essai gratuit. Donc vous avez ces équipes d'avocats qui se sont réunis aujourd'hui à la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit afin de présenter des plaidoiries sur les raisons pour lesquelles Sean Diddy Combs devrait ou ne devrait pas être libéré de prison, bien plus tôt qu'au printemps 2028. Maintenant, si vous nous suivez ici sur Sidebar, vous savez que nous avons couvert en détail l'affaire pénale de Sean Diddy Combs. Des perquisitions coordonnées de ses propriétés à Los Angeles et Miami à son arrestation à New York, en passant par tout son procès devant le juge Arun Subramaniam, nous avons tout suivi. Cet appel a été soumis à la cour d'appel du deuxième circuit après que Combs a été reconnu coupable de 2 chefs de transport à des fins de prostitution, pour avoir engagé des escortes et organisé leurs déplacements vers divers lieux. Mais il a été acquitté des accusations fédérales plus graves, à savoir la conspiration en vue d'activités criminelles organisées et la traite d'êtres humains à des fins sexuelles par la force, la fraude ou la coercition. Le principal témoin de l'accusation était l'ex-compagne de Combs, Cassie Ventura, avec qui il a vécu une relation pendant 10 ans. Elle a affirmé qu'elle avait été forcée de participer à ce qu'on appelait des freak-offs ou des nuits d'hôtel, où Combs faisait venir une escorte, ou qu'il engageait une escorte pour avoir des relations sexuelles avec Cassie, parfois pendant de longues périodes, et que cela constituait un élément de force et de coercition utilisé pour la pousser à faire cela. Et l'accusation a avancé que Combs utilisait des drogues pour attirer Cassie, la forcer ou la contraindre. Une seconde victime présumée, Jane Doe, aurait aussi participé à ces séances de sexe marathon. La défense a affirmé que tout ce qui s'est passé entre Combs et ses amantes était consensuel, sans lien avec la traite des êtres humains, ni une violation du Mann Act. C'est le transport dans le but de se livrer à la prostitution, car selon le Mann Act, il est illégal de transporter quelqu'un d'un État à l'autre ou à l'étranger pour la prostitution. Les avocats de Combs soutiennent qu'il n'en tirait aucun profit financier, agissant uniquement pour le frisson et le divertissement. Mais la défense, ici, et ce qui nous intéresse dans cette discussion, c'est ce qu'ils disent que ce qui est arrivé à Combs était injuste, qu'il n'aurait pas dû recevoir la peine qui lui a été infligée. Ils jugent la peine prononcée par le juge Subramanian trop sévère. Selon l'équipe de Combs, la peine typique pour une simple condamnation au titre du Mann Act est d'environ 15 mois. Mais Combs a été condamné à 50 mois. Ils disent que c'est la peine la plus lourde jamais prononcée dans ce type d'affaires, dans de telles circonstances. Et ils affirment que le juge a pris en compte à tort des preuves, des accusations et des comportements liés aux chefs d'accusation pour lesquels il avait été acquitté. Donc, le trafic sexuel et la criminalité organisée pour guider sa décision, pour guider sa peine. Je vais d'abord vous présenter brièvement les arguments des deux parties dans leur mémoire, puis vous faire écouter l'audio des plaidoiries au tribunal. Et ensuite, nous allons également inviter le célèbre avocat de la défense Bradford Cohen pour parler des déclarations qui ont été faites officiellement au tribunal et obtenir sa prédiction sur la possibilité que Sean Diddy Combs soit libéré de prison plus tôt. Donc, dans l'introduction de son mémoire d'appel, la défense déclare, je cite,
Le jury a refusé d'autoriser toute sanction pour rapport sexuel coercitif ou conspiration parce que les preuves montraient qu'il n'y en avait pas. Le jury n'a autorisé une sanction que pour la prostitution. Il n'a jamais autorisé une peine 4 fois supérieure à la peine habituelle pour ce crime. Il en résulte une perversion de la justice. À quoi sert un procès devant jury si, innocenté des accusations principales, votre peine dépend de ce dont vous avez été acquitté? C'est la question au cœur de cet appel. Le gouvernement n'a aucune réponse. Il ne prétend même pas en offrir une. À la place, il avance des arguments peu convaincants et excessivement techniques, déforme les faits, cite des lois obsolètes et ignore l'éléphant dans la pièce. Il est à la fois illégal et injuste d'emprisonner un homme pour des actes dont il a été acquitté. Il a engagé des artistes pour des scènes sexy et avec ses petites amies, utilisé jeux de rôle, éclairage, bougies, costumes et accessoires. Cette pornographie amateur est protégée par le premier amendement et les arguments du gouvernement vont à l'encontre de la jurisprudence. En effet, la pornographie est omniprésente aujourd'hui et produite ainsi que consommée par des centaines de millions de personnes via des sites web populaires et les réseaux sociaux. Combs devrait être libéré. Ces condamnations devraient être annulées ou l'affaire au moins renvoyée pour une nouvelle fixation de la peine, c'est-à-dire renvoyée devant un tribunal inférieur pour une nouvelle peine. Donc, toutes ces options sont possibles ici. Comment le gouvernement a-t-il répondu? Comment l'accusation a-t-elle réagi? Dans son mémoire, le gouvernement écrit « Les preuves du procès ont montré que, pendant plus de 10 ans et à des centaines de reprises, Combs a payé des dizaines de travailleurs du sexe masculin pour des relations sexuelles avec ses 2 petites amies, Ventura et Jane. Ces séances sexuelles, appelées freak-offs ou nuits d'hôtel, duraient des heures ou même des jours, pendant lesquels Combs dirigeait les rencontres, se donnait du plaisir et filmait souvent. Combs a drogué Ventura et Jane et a parfois été violent, les frappant ou leur donnant des coups de pied et de poing avant, pendant ou après les freak-offs et les nuits d'hôtel. Combs comptait sur son personnel pour réserver les voyages, y compris les déplacements inter-États et internationaux, préparer des chambres d'hôtel propres et livrer des drogues, de l'argent liquide et d'autres fournitures en lien avec les freak-offs et les nuits d'hôtel. Selon Combs, le tribunal de district aurait dû fermer les yeux sur la manière dont il a commis ses infractions à la loi Mann et abusé de ses victimes, en les battant violemment, en les menaçant, en leur mentant et en les abreuvant de drogue. Agir autrement, selon Combs, violait la Constitution et était injuste et inéquitable. Combs a tort. Maintenant, en plus de soumettre ses mémoires, les 2 parties ont eu l'occasion de présenter leurs arguments en personne, lors des plaidoiries orales, devant la cour d'appel composée de 3 juges. Encore une fois, il s'agissait de la cour d'appel du 2e circuit. Alexandra Shapiro, qui avait aussi défendu Combs lors de son premier procès au tribunal de district, prit la parole la première. Presque aussitôt, un juge l'interrompit. Cette affaire soulève une question majeure sur le respect des verdicts du jury et la confiance du public dans notre justice pénale. Des juges ont contesté la constitutionnalité de la prise en compte lors de la fixation de la peine de faits pour lesquels l'accusé a été acquitté. McClinton a clairement indiqué, En fait, je vais intervenir tout de suite et j'apprécie que vous commenciez par tout cela. Si vous alliez aborder la question du 6e amendement, c'est bien là où vous vouliez en venir. Pas tout à fait. D'accord, je vais le faire. Pourquoi ne pas dire que prendre en compte des faits pour lesquels l'accusé a été acquitté violerait le 6e amendement? Disons-le ainsi. Mais Shapiro est revenu sur la bonne voie, affirmant que le tribunal avait commis une erreur en utilisant des faits pour lesquels Combs avait été acquitté afin de lui imposer une peine plus sévère. Voilà l'allégation. Votre argument n'est-il pas en réalité que ce que fait le gouvernement ici, c'est mélanger et assortir les éléments? Ils prennent des preuves issues des accusations pour lesquelles il a été acquitté afin d'essayer d'étayer l'accusation au titre de la loi Mann. La condamnation concerne la loi Mann, mais rien de tout cela n'a été présenté au jury dans le cadre de la loi Mann. Est-ce un résumé de ce que nous disons? C'est juste. Il mélange et associe, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Je veux dire, le tribunal de district ici a puisé dans les preuves qui ont servi à soutenir l'affaire RICO et de trafic sexuel du gouvernement pour établir la peine en vertu de la loi Mann. C'est exact. Et il a conclu à la contrainte alors que le tribunal, alors que le jury n'avait pas conclu à la contrainte, y compris nous savons pour ces 2 cas précis, parce que le gouvernement a avancé ses arguments et a expressément dit au jury, ce qui était correct selon les instructions données au jury, que s'il trouvait à la contrainte, chacun de ces cas aurait suffi pour condamner pour l'infraction de trafic sexuel elle-même. Y a-t-il eu des instructions limitatives données ou demandées pendant le procès, indiquant que certaines preuves ne seraient recevables qu'en ce qui concerne certaines des infractions reprochées? Non, et cela n'aurait vraiment pas fonctionné ici.
La procureure fédérale adjointe Christy Slavic a représenté le gouvernement au procès et présenté ses arguments, mais a aussi reçu des objections des juges d'appel. La juge Subramani a pris en compte de manière inappropriée la façon aggravée dont l'accusé a commis ces infractions à la loi Mann, ce qui est, bien sûr, Confus. Aggravated manner. Let's talk about that. Pourquoi ne devrions-nous pas vous juger selon la façon dont vous avez poursuivi l'affaire? Vous vous êtes adressé au jury et vous avez dit « Cet homme a fait toutes ces choses terribles dans le cadre du complot RICO, dans le cadre du trafic sexuel, et ils l'ont acquitté. » Et puis, pour la loi Mann, ce n'était qu'une distraction, et vous l'avez accusé. Je ne pense pas qu'il y ait eu de preuves, aucun témoignage direct. Vous avez juste dit « Regardez ceci ». Vous avez dit « Regardez ces tableaux ». Vous souhaitez maintenant que nous nous fondions sur des faits pour lesquels il a été acquitté, rejeté par le jury, afin que le tribunal fédéral de district les utilise pour calculer la peine selon les lignes directrices. Pourquoi ne devrions-nous pas vous opposer ce que vous avez présenté et plaidé devant le jury? Votre honneur, j'ai plusieurs réponses. Premièrement, la plupart des faits sur lesquels le tribunal fédéral de district s'est appuyé pour la peine n'étaient pas ceux pour lesquels il a été acquitté, mais des faits admis. La violence physique extrême qui a eu lieu dans le cadre de ces freak-offs. Je comprends tout ça, je comprends bien, mais ce n'est pas ma question pour vous. La théorie veut que si le gouvernement a avancé cet argument, le jury l'a forcément accepté sans envisager d'autres options. Je ne pense pas que ce soit une bonne déduction. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de déterminer où tracer la ligne. Donc, le jury a acquitté sur certains points et a condamné sur d'autres. Sur quoi un jury doit-il se baser? Ne pensez-vous pas qu'ils écoutent attentivement les plaidoiries finales? N'est-ce pas très important pour leur réflexion? Bien sûr, votre honneur, bien sûr. Mais dans ce cas, le jury a bien reçu les instructions concernant chaque élément de la loi Mann et il devait conclure que chaque élément de la loi Mann était rempli au-delà de tout doute raisonnable. Shapiro a ensuite présenté une brève réplique pour la défense. Pour conclure, vous savez, 12 New-Yorkais ont consacré 2 mois de leur vie à siéger dans ce jury. Ils ont écouté 34 témoins, examiné des milliers de messages textes, de vidéos et d'autres preuves et ont délibéré pendant 2 jours et demi. Leur verdict unanime était un acquittement pour les accusations les plus graves. Et le jury n'a pas autorisé de peine pour le trafic sexuel ou la conspiration, mais c'est pourtant ce qui a motivé la sentence. Ici, nous avons soumis des preuves, les preuves que la partie adverse décrit, que j'invite la Cour à examiner. Il s'agit du dossier 5104. Le tribunal de district montre qu'il s'agissait de la peine la plus élevée jamais prononcée pour ce type d'accusation avec ce type d'antécédent criminel. Et pour conclure, cet appel a été accéléré. Et en fait, j'ai oublié de le dire, nous nous en tiendrons à nos mémoires. Nous avons aussi demandé l'annulation des condamnations, mais si ce n'est pas fait, l'appel a été accéléré. Et nous comprenons la complexité de la question ainsi que l'importance de la décision et nous demandons respectueusement à la Cour, quel que soit le résultat, de s'efforcer de rendre sa décision aussi rapidement que possible. Avant d'impliquer Bradford, ce panel de 3 juges examinera les plaidoiries, étudiera les mémoires et la jurisprudence, puis communiquera sa décision plus tard. Nous allons mettre l'affaire en délibéré, comme nous le faisons dans tous les cas. Permettez-moi de conclure en remerciant les avocats des 2 parties. C'est une affaire exceptionnellement difficile. C'est une question inédite, non seulement pour cette Cour, mais apparemment pour toute Cour fédérale d'appel du pays. Et nous apprécions la qualité des mémoires et des plaidoiries des 2 parties aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Et sur ce, nous avons terminé les affaires pour lesquelles cette Cour a été réunie aujourd'hui. Je demanderai donc que la séance soit levée. Et selon le Bureau fédéral des prisons, la date de libération prévue de Cohn est le 15 avril 2028. Il existe une possibilité, en vertu d'une loi spécifique, qu'il puisse bénéficier d'une libération anticipée. Mais nous devrons voir. Maintenant, je voudrais parler de ceci. Donnez-nous un aperçu de ce qui pourrait arriver, de ce que nous devrions retenir de cela. Nous retrouvons Bradford Cohen, célèbre avocat pénaliste des stars. Bradford, cela fait un moment que tu n'es pas venu sur Sidebar. Tu as été très occupé, mais je suis content de te retrouver. Je suis content d'être ici. Alors, de manière générale, une cour d'appel, quand elle écoute les arguments, elle met un peu la pression sur les 2 parties. Peut-on jamais deviner ce qu'ils vont faire en se basant sur leurs questions? Oui, parfois. Je viens justement de terminer une plaidoirie devant la Cour d'appel du 3e district, qui est une division d'appel à Miami.
Et les questions, à force d'écouter, on finit par le sentir, même s'ils vont mettre la pression sur les deux parties. On peut comprendre quels sont les principaux obstacles qu'ils vont soulever lors des questions, n'est-ce pas? Donc, ils vont interroger les deux parties sur différents points. Globalement, tu pourras voir où ils se concentrent, par exemple sur la question d'une perquisition illégale ou autre. D'accord, quand a eu lieu l'arrestation? Quand cela s'est-il produit? Comment savait-il qu'il n'était pas libre de partir? Il y a certains points qu'ils vont aborder, tu sais, des sujets qui vont vraiment être sensibles. Et tu peux en quelque sorte deviner vers quoi ils penchent, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer au final. Parfois, tu te dis, oh, ils penchent de ce côté-là, et puis tu obtiens une décision qui est complètement différente de ce à quoi tu t'attendais, mais en général, il y a souvent des indices. Alors Bradford, je veux maintenant aborder cette idée de la façon dont la défense a été mise sous pression par les juges. Et rappelle-toi quel est le thème principal ici, d'accord? Leur principal argument est le juge Subramaniam a apparemment utilisé de manière inappropriée des éléments de preuve liés au chef d'accusation pour lesquels il y a eu acquittement, à savoir le trafic sexuel et l'association de malfaiteurs. Dans son analyse de la peine pour les chefs liés à la loi Mann, que devaient-ils recevoir? Je pense qu'ils ont surtout mis la défense sous pression en questionnant cette limite. Qu'est-ce que le juge devrait ou ne devrait pas prendre en compte? Et ce n'est pas si clair. Ils ont même insisté auprès de la défense en disant « Attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute ». Êtes-vous en train de suggérer que le juge ne devrait même pas prendre en compte le témoignage de Cassie Ventura, que le jury n'a pas pris en compte le témoignage de Cassie Ventura? Dire que nous devons tout prendre pour argent comptant, comme elle l'a dit, est faux car Combs a été acquitté de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Est-ce ce que vous suggérez? Parce qu'elle a témoigné au sujet d'une freak-off, qu'il n'y avait pas de freak-off, et la défense a un peu contesté cela. Ils ont dit non, nous ne suggérons pas cela. Parce que la situation se complique. Quelle partie de son témoignage ou de ses allégations faut-il retenir? Son témoignage reste une preuve au procès. Et donc, c'est ce genre de choses qui, je pense, est devenu compliqué, et c'est même compliqué à expliquer. Donc ils insistaient vraiment sur ce qui peut ou ne peut pas être pris en compte. Et ce n'est pas si tranché que ça. Et c'est drôle. Même si je regardais ça du côté de l'accusation ou de la défense, je pense que c'est relativement clair, non? Il a été condamné pour avoir traversé les frontières entre États dans le but de se livrer à la prostitution. Donc, quels témoignages seraient autorisés s'ils soutiennent ce crime et quels témoignages ne seraient pas autorisés s'ils ne le soutiennent pas? C'est superflu. Ce sont d'autres choses qui ne servent qu'à le dépeindre sous un mauvais jour, pas à apporter des preuves recevables. Ce dont il a été acquitté ne devrait pas être admis. Je suis quelqu'un de très simple, je réduis les choses à ce qu'elles devraient être. Et c'est comme ça que je plaide ces affaires devant les cours d'appel, devant les tribunaux ordinaires. Je dis, écoutez, voilà où je pense que sont les limites. Voilà où sont les limites. Il a été condamné pour ça. Des témoignages qui soutiennent cela sont présentés, d'autres témoignages qui ne le soutiennent pas aussi. Qu'elle ait été ou non victime de violences physiques, qu'il y ait eu ou non de trafic sexuel, toutes ces autres choses qui étaient extérieures à cela, je les exclurais de l'argumentation. Donc, quand ce juge Subramaniam, Oui. Lorsqu'il a pris cette décision, il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas tracé de ligne claire en disant « Au fait, ceci est un autre témoignage. Je ne vais même pas en tenir compte. Je pense que c'est superflu. Voici ce que je vais prendre en compte et voici pourquoi je vais le prendre en compte. » Cela enlève les décisions de la cour d'appel, les décisions des tribunaux d'appel. Parce que maintenant, j'explique à tout le monde ce que j'ai utilisé et pourquoi je l'ai utilisé. Donc, l'argument contraire à cela serait, et ensuite je parlerai de ce que les juges ont dit. L'argument contraire du gouvernement, c'est qu'ils ont essentiellement dit, encore une fois, qu'est-ce que vous dites? Le tribunal de district, le juge aurait simplement dû ignorer la manière dont ces violations de la loi Mann ont eu lieu. Il y avait un niveau d'extrême gravité, il y avait beaucoup de choses, et il y a des aspects qui ont pesé dans la balance. Oui, cela a compté dans les accusations de trafic sexuel et dans l'association de malfaiteurs. Il y a aussi un chevauchement, et cela est un facteur au titre de la loi Mann. N'est-ce pas? Et c'est ce que je dis toujours, le gouvernement aime toujours faire ça, n'est-ce pas? Le gouvernement aime toujours trouver de mauvais actes qu'il peut attribuer à la condamnation, qu'il peut attribuer à d'autres choses. Une jurisprudence précise que les faits pour lesquels l'accusé a été acquitté ne sont pas retenus au moment de fixer la peine. Donc oui, les juges doivent généralement fermer les yeux sur certains faits qu'ils ont entendus lors du procès et pour lesquels une personne a été acquittée. Alors maintenant, quand on passe à la condamnation, est-ce qu'un juge ferme forcément les yeux et dit « Oh, je n'ai pas entendu ces autres éléments »
Non, cela entre toujours en ligne de compte. La différence vient du fait qu'un juge le dise à l'oral ou non. Dire « je prends ces éléments en compte » est une erreur. Les juges intelligents ne le disent pas. Ils donnent juste les 5 ans. C'est tout. Et le problème, c'est que le jury ne revient pas avec son verdict en disant « voilà ce que nous avons pris en compte, voilà ce que nous n'avons pas pris en compte. Nous croyons ceci, nous ne croyons pas cela. » C'est ce qui complique énormément les choses. Pour ce tribunal qui entend cet appel, et peut-être même le juge Subramanian, j'ai trouvé cela intéressant. Je parle juste de comment les juges ont insisté auprès de la défense en disant « d'accord, mais vous pouvez montrer des preuves de l'intention de commettre les infractions à la loi Mann. L'intention de se livrer à la prostitution, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que s'il y a un comportement qui montre que Didi avait l'intention de se livrer à la prostitution, et que cela recoupe, vous savez, les preuves de coercition, pourquoi cela ne pourrait-il pas être pris en compte? Et je ne pense pas que cela devrait l'être, mais c'est mon propre avis. N'est-ce pas? Selon moi, d'après la loi, cela ne devrait pas compter. Pour moi, c'est du passé. C'est comme si l'accusation disait « on l'a eu sur un point ». Depuis le tout début de cette affaire, je pense qu'elle a été mal gérée. Donc, je ne veux pas revenir complètement à ma prédiction. Le jour où il a été inculpé, j'ai dit qu'il ne serait condamné qu'au titre de la loi Mann, parce que je ne pense pas qu'il sera reconnu coupable des autres choses. Tout le monde participait à tout cela. Elle et les autres filles passaient des appels. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense que quand on a une affaire comme celle-ci où il n'a été condamné que pour la loi Mann, il faut se concentrer strictement sur ce qui concerne la loi Mann. On dit que l'intention compte, mais je ne suis pas d'accord, mais ils avanceront les arguments qu'ils voudront. Il est très difficile de faire annuler des affaires en appel devant un tribunal fédéral. Je peux vous dire que c'est très rare, ça arrive, mais ce n'est pas fréquent. Les tribunaux accordent beaucoup de déférence aux juges de district qui prennent ces décisions, pourquoi ils les prennent et comment ils les prennent. Une cour d'appel dit souvent « Nous n'étions pas présents, nous n'avons pas tout vu ni tout su sur ce que pensait le juge ». Ils ont des moyens de s'en sortir par tous les moyens, donc je n'accorde donc pas beaucoup de poids à l'idée qu'ils annuleront la condamnation. Mais vous savez, il y a des arguments à avancer. Je pense que c'est un bon argument à avancer du côté, sur ce point, du côté de la défense. Eh bien, une chose pourrait être, est-ce que la peine, et encore une fois, on va en parler plus tard. Je vais garder ça pour la fin. Peut-être que vous ne pensez pas que la condamnation sera annulée, mais peuvent-ils dire « mauvaise peine, voici quelle devrait être la peine » ou bien « nous renvoyons l'affaire pour un nouveau prononcé de la peine ». Ne répondez pas tout de suite, on y reviendra. Je vais donner à tous un aperçu de la situation. Mais quand le gouvernement est intervenu, les juges ont aussi exercé une pression sur lui. Et l'une des choses qu'ils ont dites, c'est, vous savez, encore une fois, nous essayons de comprendre la limite de ce qui doit être pris en compte ou non lors de la détermination de la peine. Ils ont pressé le gouvernement en demandant « affirmez-vous qu'il n'y a jamais de faits pour lesquels il a été acquitté, car cela pourrait recouper ce dont il a été reconnu coupable ?» Et le gouvernement a même reconnu qu'il y avait effectivement une zone grise ici. J'ai trouvé intéressant qu'ils aient aussi mis la pression sur le gouvernement à ce sujet, disant que les chefs d'accusation au titre du Mann Act étaient presque traités comme secondaires. Vous vous concentriez vraiment sur le trafic sexuel et l'association de malfaiteurs. Expliquez-vous. Oui, et c'est là-dessus que je suis d'accord avec eux. Je pense vraiment qu'il devrait y avoir un critère clair pour déterminer ce qui est accepté ou non. Et je pense que ce tribunal est parfaitement placé pour établir un critère clair afin de déterminer ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. En regardant la jurisprudence passée, en examinant les cas où ils annulent des condamnations parce qu'ils ont permis d'introduire des faits pour lesquels l'accusé a été acquitté lors de la détermination de la peine. Le tribunal est le mieux placé pour cela. Est-ce que je pense que l'affaire sera renvoyée et qu'une nouvelle peine leur sera prononcée? Voici ma prédiction. Si c'est le cas, ce serait une victoire incroyable si cela arrivait. Si c'est le cas, le juge de la Cour inférieure dirait « D'accord, je ne vais pas en tenir compte. Mais même sans en tenir compte, je leur donne quand même 50 mois. Donc il y a 1 million de façons de se faire avoir ici, sans mauvais jeu de mots. Il y a 1 million de façons pour que des choses se passent ici et qu'ils se retrouvent exactement dans la même situation qu'il est maintenant, ce qui, à mon avis, pourrait arriver devant la Cour inférieure. » Eh bien, l'une des questions qui a été soulevée est quelle est la fourchette? Par exemple, est-ce qu'un juge du tribunal de district a le pouvoir légal d'aller au-delà de la peine habituellement prononcée pour ce type d'infraction, n'est-ce pas? Je veux dire, la défense a dit que vous n'avez jamais vu quelqu'un recevoir une peine aussi sévère pour des violations de la loi Mann comme celle-ci auparavant.
Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je veux dire, dites-moi si vous avez déjà vu quelqu'un condamné à 4 ans. Je ne l'ai pas vu, vous non plus. Un juge du tribunal de district a-t-il alors toute l'attitude pour aller jusqu'au maximum ici? Peut-être que c'est une affaire différente. Peut-être y a-t-il des circonstances aggravantes extrêmes. Donc, vous savez, quand on regarde la condamnation, on la considère toujours sous l'angle de, d'accord, quelle est la fourchette de peine sur le plan légal, n'est-ce pas? Donc, la fourchette légale, disons qu'elle va de 48 mois à 74 mois ou peu importe, ou de 24 mois à 74 mois. Quelle que soit la fourchette légale, si le juge vous condamne au maximum ou au minimum de cette fourchette. De manière générale, une cour d'appel ne dira pas « d'accord », simplement parce que tous les autres accusés de fraude n'ont eu que 24 mois, mais vous avez été accusé de fraude et vous avez eu 74 mois. Nous allons annuler la décision du tribunal de district tant que cela reste dans cette fourchette. Maintenant, si cela dépasse cette fourchette ou si cela descend en dessous, c'est là que les questions se posent. Avait-il en général suffisamment de preuves et de raisons? Parce qu'ils doivent donner des raisons orales et écrites expliquant pourquoi ils ont soit dépassé cette fourchette, soit été en dessous de cette fourchette. À ce moment, les cours d'appel s'impliquent et remettent en question, disant simplement « ceci sort de la norme ». Vous savez, les personnes accusées de ce crime ne reçoivent pas une peine aussi longue, même si elles restent dans les limites de ce qu'un juge peut prononcer. De manière générale, les gens ne reçoivent pas une peine aussi longue. C'est un argument difficile à présenter pour qu'une cour d'appel dise « D'accord, nous allons renvoyer l'affaire pour qu'une nouvelle peine soit prononcée. » Qu'en est-il de cette idée selon laquelle il s'agissait de porno amateurs protégés par le premier amendement? Et c'est apparemment ce que soutient la défense. Je trouve ça créatif. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va convaincre. Je dirais que non. Et je vais vous raconter une histoire drôle. Et j'ai eu une affaire qui concernait la prostitution, impliquant des personnes comme celle-ci. Des gens engageaient des prostituées et ce genre de choses. Mais l'accusé, mon client, était plus malin dans le sens où il faisait signer des contrats aux personnes quand elles arrivaient à la porte, indiquant qu'il s'agissait en quelque sorte de porno amateur. Et cela a effectivement fonctionné dans son cas. Je ne pense pas que cela va vraiment faire la différence. Cet argument, à mon avis, est un argument que l'on utilise devant les cours d'appel. En général, on organise ces arguments du plus fort au plus faible. Je dirais que celui-ci se situe probablement vers la fin parmi les arguments les plus faibles. Ce n'est pas un argument très solide, c'est un argument basé sur le premier amendement. Je ne vois tout simplement pas une cour d'appel dire « oui, ceci est de la pornographie amateur ». D'accord, parlons juste du moment où il pourrait rendre une décision. Est-ce que cela se passe aujourd'hui? Est-ce que cela se passe dans quelques semaines? Est-ce que cela se passe dans quelques mois? Je veux dire, le grand titre aujourd'hui, c'est « est-ce qu'il va être libéré de prison aujourd'hui ?» Cela ne se produirait pas forcément, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément le cas. Au fait, au moment où j'enregistre ceci, nous le saurions déjà. Je veux dire, c'est... Donc faisons comme ça, puisque nous enregistrons ceci. Alors, que diriez-vous de ça? Est-ce qu'il sera libéré demain? Oui, allons-y pour ça. Jay ne sera pas libéré aujourd'hui ni demain. Quand vous êtes devant la cour d'appel, je vais aussi vous raconter une autre histoire amusante. J'ai eu une affaire à Orlando lors d'une audience où le jeune risquait de 0 à 6 mois, ce qui signifiait que le tribunal pouvait lui donner une probation ou 6 mois de prison. Le tribunal s'est écarté de ses directives et lui a donné 24 mois de prison. J'ai fait appel. L'appel a pris 20 mois. Donc, quand je suis retourné devant le juge pour obtenir une nouvelle condamnation, la décision avait été annulée. C'est revenu. Mais au moment où c'est revenu, il avait déjà pratiquement purgé sa peine. Il avait purgé 20 des 24 mois. Quand nous y sommes retournés, je pouvais dire ce que je voulais car le juge allait lui redonner les 24 mois cette fois correctement. Mais le gamin était déjà libéré ce jour-là. Ce n'est pas le cas ici. Il est en détention depuis assez longtemps pour qu'il soit simplement libéré pour n'importe quelle raison. Il n'y a donc aucun scénario où il reviendrait dans un mois en disant « après examen, il aurait dû être condamné à la peine déjà purgée, nous ordonnons sa libération immédiate ». Absolument pas. La cour d'appel ne peut pas ordonner sa libération immédiate. Ce qu'il dirait, c'est que si ce scénario se produisait, ce qui est peu probable, mais si cela arrivait, il dirait qu'ils vont annuler, renvoyer l'affaire et recommander qu'il soit condamné à une certaine durée ou à une peine conforme à cette décision. Et ensuite, cela passerait devant le juge très rapidement en quelques jours et le juge le recondamnerait à une peine déjà purgée ou à ce qui serait décidé. Donc, est-ce que cela pourrait arriver? Oui.
Je dessine toujours un grand cercle et je dis que le centre est le plus probable et que les choses qui se trouvent sur le bord de ce cercle sont improbables. Je dirais que c'est vraiment très loin sur le bord de ce cercle. Et je reviens simplement au juge Subramaniam. Toute la question est de savoir s'il est allé au-delà de ce qu'il était censé faire. A-t-il pris en compte des preuves de manière inappropriée dans sa décision sur la peine? Il a déclaré que le but était d'envoyer un message aux agresseurs et victimes. L'exploitation et la violence envers les femmes sont réellement sanctionnées. Qu'il rejette la tentative de la défense de présenter ce qui s'est passé ici comme de simples expériences intimes et consensuelles, ou juste une histoire de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Il a dit à Combs: tu as abusé de ton pouvoir et de ton contrôle sur la vie des femmes que tu dis aimer. Tu les as maltraitées physiquement, émotionnellement et psychologiquement, utilisant ces abus pour obtenir ce que tu voulais, surtout lors de freak-off et des nuits à l'hôtel. Je pense que la question principale est: le tribunal se demanderait-il si la même chose aurait été dite s'il ne s'agissait que d'une affaire liée au MAN Act et non d'un dossier plus vaste? Qu'aurait pu présenter l'accusation dans cette affaire? Aurait-il été aussi détaillé? Aurait-il appelé Cassie Ventura et exposé tous ses faits et allégations? Ou bien regardez-vous ce genre de propos et vous dites: il dit des choses et accuse Combs de faits pour lesquels il a été acquitté? Vous voyez ce que j'essaie de dire? Oui, je vois ce que vous essayez de dire. Et oui, je suis d'accord avec votre deuxième analyse. Je pense que lui, surtout la partie où il dit que tu l'as maltraité, que tu as fait toutes ces choses, la première phrase qu'il dit, d'accord, les juges disent ça tout le temps: j'envoie un message à un tel. Je fais ça pour telle ou telle raison. Rarement les cours d'appel disent ce n'est pas approprié. On le voit dans des affaires de meurtre, d'abus sexuels ou de pornographie. Ce n'est pas la grande question. La question se pose vraiment à la toute fin quand il dit: vous savez, vous avez abusé de ces personnes. Vous avez fait ceci. Vous avez fait cela. Et une partie de cela n'aurait même pas dû être prise en compte dans son appréciation de la peine qu'il allait prononcer. Et je l'ai dit depuis le début. Je pense que ce juge n'aimait pas Sean Combs. Sa décision le montre. Même si le juge affirme ne pas l'avoir détesté personnellement, mais seulement ses actes, beaucoup de juges tiennent ce discours. Je n'ai aucun jugement sur lui, mais je crois qu'il n'aimait pas Sean Combs et qu'il y avait beaucoup d'éléments qui entraient en ligne de compte. Je pense qu'il y a eu un préjugé qui a été formé très tôt dans cette affaire concernant sa culpabilité ou son innocence par le juge, et je pense que cela s'est manifesté lors de sa condamnation. Donc c'est ça mon problème avec cette affaire, sa façon de dire que vous avez abusé de ces personnes et des choses de ce genre. Si cela a influencé la peine qu'il a prononcée, je pense que la cour d'appel peut examiner cela et dire: il n'a jamais été accusé de cet abus qui, de toute évidence, était sur vidéo. Il n'y avait pas vraiment de défense à cela, pourtant il n'a pas été inculpé. Il s'en servait cependant dans une affaire RICO plus large et une affaire de trafic. Et ce genre d'incident n'aurait pas dû entrer en compte dans sa décision sur la peine à prononcer, et je pense que ça a été le cas. L'argument inverse serait de dire: il aurait pu le condamner à une peine de 10 ans ou plus, non? 10 ans de prison, il ne l'a pas fait. Bien sûr, l'argument inverse est qu'il aurait pu donner bien plus. Mais je pense que dans son calcul réel, je pense qu'il lui a donné la peine la plus élevée dans la fourchette des peines recommandées. Donc, s'il devait lui donner plus que cela et dépasser les recommandations, il devrait en fait rédiger une opinion écrite expliquant pourquoi il estime qu'il y a des circonstances aggravantes justifiant de sortir de ses recommandations. Et je ne pense pas qu'il aurait pu faire cela sans aborder les faits pour lesquels il a été acquitté. Ce juge a été très intelligent dans sa façon de procéder pour essayer d'éviter les problèmes en appel. La plupart des juges fédéraux, les bons juges fédéraux, pensent à ce que la cour d'appel va dire. La cour pourrait faire et pourquoi et comment je peux éviter qu'ils annulent ma décision parce qu'aucun juge fédéral ne veut voir sa décision annulée. Bradford Cohen, une situation compliquée, mais vous l'avez expliqué de la façon la plus simple possible pour que nous puissions comprendre. Merci beaucoup de m'avoir invité, je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. Je ne sais même plus ce que je dis, je m'embrouille. Je suis perdu maintenant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, monsieur. Toujours un plaisir de vous voir. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.